RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Dans le souci de rapprocher les dirigeants et les dirigés, le bureau de la porte-parole, que j'ai l'honneur de chapeauter, a mis en place au courant du mois de juin une plateforme via les réseaux sociaux pour permettre à la population de poser directement des questions, tenez-vous bien, au président de la République. À cet effet, au bout de 3 semaines, nous avons recueilli plus de 5000 questions. Informé de l'initiative, le chef de l'État a tenu à venir répondre personnellement aux questions de ses compatriotes. Avec l'expression de mes hommages les plus déférents, j'invite le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonjour. Bonjour, Madame Salama. Merci, au nom de tous ces compatriotes, d'avoir accepté de répondre à leurs questions. Ils étaient en tout cas très nombreux à vouloir vous soumettre toutes ces questions-là. Nous en avons sélectionné une vingtaine, mais je leur ai promis. On m'a dit qu'il y en avait près de 5000, absolument. Il y avait près de 5000 uniquement via le formulaire que nous avions mis en place, via une sorte de plateforme. Mais d'autres ont carrément réagi via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Messenger. Donc c'est allé vraiment... C'est parfait, je suis à la disposition de mon peuple. Merci. Ils veulent savoir comment vous vous portez. Ah ben ça va, merci, ça va très bien. Rien à signaler du côté santé. Le moral un peu affecté évidemment par la situation de l'Est. On ne peut pas être totalement en pleine possession de sa joie, de ses sentiments de bonheur, tant qu'on a cette épine dans le pied. Mais ça va, dans l'ensemble ça va parce que le moral est bon, le moral de nos troupes à l'Est est bon aussi. Il y a une montée en puissance de nos forces armées et il y a sûrement de bonnes nouvelles à venir au vu des démarches diplomatiques que nous avons menées et de la situation sur le terrain. Nous commençons par le social. Et la première question, en tout cas, ils veulent savoir comment est-ce que vous jugez, Monsieur le Président, l'impact de votre action sur la situation sociale des Congolais durant ce quinquennat. Vous savez, un impact, il faut toujours le prendre en 3 dimensions. Il y a la dimension immédiate, il y a la dimension à moyen terme et à long terme. Nous sommes dans des réformes, notamment au niveau de l'agriculture, qui vont nous amener une indépendance alimentaire, une sécurité alimentaire dans les années qui viennent. Évidemment, ce sont des réformes, il faut du temps pour les mettre en place, mais cela augure de très très bonnes nouvelles. Nous allons enfin mettre fin à toutes ces importations qui nous coûtent des milliards et pouvoir produire nous-mêmes sur place. Et en sus, nous allons faire de la transformation locale et donc de la création d'emplois et de richesses. Donc ça c'est pour le long terme. À court terme, bien évidemment, vous le savez, nous avons eu, puisque notre économie est très dépendante de la conjoncture extérieure, nous avons eu des événements à l'étranger, la Covid pour commencer, ensuite la guerre russo-ukrainienne, qui ont eu un impact sur les produits pétroliers, sur les denrées de première nécessité. Évidemment, nous qui sommes aussi dépendants de tout cela, nous en ressentons les coûts. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour essayer, tant soit peu, d'alléger ces peines. C'est le cas avec le carburant où nous avons subventionné, éviter à notre population de connaître ce qui s'est passé ailleurs, en Afrique, et je ne parle pas du reste du monde aussi. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre pour essayer de parer au plus pressé. Je comprends parfaitement les difficultés qui sont celles de nos populations, mais nous essayons de soulager tant soit peu. Prenez le cas par exemple de la gratuité de l'enseignement. Elle a pu faire un peu de bien
aux ménages qui ont pu consacrer ces fonds à d'autres activités, à les investir dans autre chose. Donc ce sont ce genre de mesures comme ça, l'augmentation de la solde des militaires, des salaires des enseignants, des médecins, leur régularisation d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de non payés, beaucoup de non reconnus. Nous avons tout régularisé et accordé quelque chose. Bien sûr, je comprends que ce ne soit pas encore suffisant, mais les efforts sont fournis. Nous avons même pensé à nos retraités. Aujourd'hui, le fonctionnaire qui va à la retraite n'a plus à s'inquiéter pour son devenir. Il y a une rente qui est prévue pour cela. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes à pied d'œuvre pour essayer de juguler les difficultés que connaissent nos populations. Et je reste optimiste parce que nous travaillons. Vous parlez des difficultés, il y a l'accès aussi aux soins de santé. Alors il pose une question sur la couverture santé universelle. C'était parmi vos projets phares de campagne, hein, et vous avez même mis en place, je pense, une première structure. Voilà, alors ils veulent savoir, est-ce que ça traîne parce que vous voulez lancer le tout en même temps partout dans le pays, ou vous pouvez commencer par phase pour que ça aille plus vite? Ce ne sera pas possible de lancer le tout en un temps. Nous n'avons pas les ressources suffisantes. Mais nous avons déjà mobilisé certaines ressources pour commencer avec la catégorie mère-enfant et qui permettra d'avoir des accouchements gratuits et même des consultations prénatales et postnatales. Mais ça a commencé dans certains hôpitaux. Petit à petit, nous allons l'étendre sur tout l'ensemble de la République. Le but étant évidemment de rendre gratuit l'accès aux santé pour tous les Congolais. Alors la loi sur la vente en détail par les opérateurs étrangers souffre toujours de son application, ce qui étouffe le commerce, ou on va dire les petits commerces nationaux. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour y remédier? C'est un problème qui dure. Je comprends parfaitement, mais vous savez, il y a plusieurs paramètres qui concourent à ça. C'est un problème qui touche au climat des affaires, mais pas seulement. Il touche également à l'administration. Vous voyez, nous venons de lancer l'identification de tous les Congolais. Cela nous permettra de résoudre énormément de problèmes, notamment en ce qui concerne le sujet que vous avez évoqué, de sortir de l'informel pour le formel. Parce que dans beaucoup de ces compatriotes qui se plaignent de concurrence déloyale étrangère dans le petit commerce, alors il faut régulariser tout ça, voir clair et pouvoir s'y pencher. J'en ai parlé au mois d'avril de cette année en Conseil des ministres pour donner des instructions. Un atelier devait être organisé d'ailleurs par le ministère de l'économie à ce sujet et à ce moment-là, nous aurons les indications nécessaires pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut afin de protéger nos petits commerçants. Mais à eux aussi, je leur demanderai de se faire identifier le moment venu, hein, parce que la campagne va bientôt commencer pour l'identification de la population, parce que c'est ainsi que l'État pourra prendre en compte leurs desiderata et surtout protéger leurs intérêts vis-à-vis de ces commerçants véreux qui grappillent sur leur part. Alors, donc nous prenons le problème en charge. Les barrières illégales également, les tracasseries sur la RN1, donc la route nationale numéro 1, ils disent que malgré toutes les missions pour les démanteler du gouvernement, toutes les missions échouent en fait. Aujourd'hui, ça coûte cher aux commerçants. Est-ce qu'il y a une solution qui est pensée pour cette problématique-là? Mais non seulement ça coûte cher aux commerçants, mais ça se répercute aussi sur le prix des denrées. Et c'est vraiment une situation très inconfortable dans laquelle nous mettent ces agents de police vrais et faux. Parce qu'il y a aussi des faux agents de police. Donc j'ai déjà eu à m'entretenir avec, je pense que c'est le prédécesseur de l'actuel ministre de l'Intérieur, pour que l'on redouble de vigilance, mais surtout d'action, afin de mettre fin à ces tracasseries. Et nous n'excluons pas non plus de faire recours à la technologie. Je pense ici par exemple à des drones qui couvriraient des axes entiers pour surveiller évidemment la circulation dessus. Donc nous sommes en train d'envisager plusieurs solutions, le but étant vraiment d'y mettre fin. Parce que c'est vraiment une situation qui nous met tous en difficulté et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais nous mettrons tout le monde dans le jeu, y compris les
notabilités locales, hein, je pense ici aux chefs traditionnels, pour que tout le monde puisse signaler en temps réel ce genre d'obstruction et que l'intervention de la hiérarchie puisse aussi se faire assez rapidement afin de mettre, de pénaliser évidemment ces contrevenants à la discipline de la police. Une autre question, Monsieur le Président. Le service national est susceptible de créer des emplois de masse. Est-ce qu'il est envisagé d'accélérer la couverture des projets agricoles sur l'ensemble du territoire? Bien sûr. Et en même temps, au-delà de Bien sûr. l'agriculture, il pose la question sur la politique de la pêche et de l'élevage. Bien sûr, tout va aller. Mais vous voyez, nous allons d'étape en étape parce que ce service national, je peux vous le dire, je l'ai trouvé dans une situation plus que chaotique. Absolument. Et ici, je profite de l'occasion pour vraiment tirer mon chapeau au général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui est le patron de cette institution et qui la dirige de main de maître. C'est un homme très courageux qui très vite a cherché à me voir pour me parler des problèmes auxquels il faisait face au sein de son institution. Et nous avons travaillé de pair à les juguler. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que nous avons énormément de travailleurs repris d'ailleurs. Certains étaient parmi les Koulouna que l'on déplore aujourd'hui, repris de ces milieux-là, complètement métamorphosés et qui aujourd'hui servent l'État. On s'est lancé dans cette aventure vers la fin de l'année 2020 et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et je peux vous dire que dans tous les camps militaires, le prix du sac de farine est resté le même, c'est-à-dire hors concurrence, vous ne trouverez jamais ce prix sur le marché. Grâce justement à cette production, je lui avais demandé évidemment de privilégier cette catégorie parce que pour moi les militaires ce sont nos héros vivants, nous devons les accompagner dans tout ce qu'ils font. Et donc j'avais demandé qu'on privilégie cela. Et voilà que au niveau de la production agricole, ça se passe très bien parce que à côté du maïs, il y a le riz aussi. Et il va maintenant commencer la pisciculture. Voilà. Et à côté de ça, il y a la formation professionnelle. Beaucoup ne le savent pas, mais il y a dans ce service des bâtisseurs qui ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables. Ils ont construit quelques écoles au village, dans mon village d'origine à Mupompa, dans le village d'origine du défunt président Laurent Désiré Kabila à Manono. Donc ils ont fait comme ça leurs preuves et ça va continuer. Nous allons ouvrir d'autres antennes à travers la République, en plus de Kanyama-KCC, donc pour que le service national soit vraiment une institution qui réponde aux aspirations des Congolaises et des Congolais. Et moi, je me fais même une petite idée. Vous savez, dans d'autres pays, il y a eu, surtout dans les pays occidentaux, après la Seconde Guerre mondiale, le service militaire. J'y pense secrètement, à une sorte de service national, mais qui serait aussi obligatoire. Oui, obligatoire à tout jeune qui terminerait ses secondaires avant d'aller à l'université ou de faire autre chose. De servir la nation pendant une année, soit dans une formation militaire pour apprendre à défendre notre territoire, notre patrie, ou dans le service national, qui est un service qui s'ouvre vraiment à toute la population congolaise, au peuple congolais, donc qui est vraiment à son service. Et ainsi, on pourra apprendre à être patriote et surtout à aimer son prochain, à servir son prochain. C'est vraiment une vocation qui en vaut vraiment la peine. Alors la dernière question de cette thématique économie et sociale concerne la justice. Il parle de l'impunité qui encourage l'immoralité dans l'action publique, surtout des mandataires. Alors comment est-ce que vous comptez renforcer la justice sur les dénonciations de corruption qui restent souvent sans suite? Oui, là je vous dis, je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là, si il m'était demandé de le faire. Je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible,
C'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Et nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste, qui pense que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Et donc je pense ici que cette justice a besoin de réforme. Je viens de vous donner le cas d'arrestation préventive. Sous d'autres cieux, on parle parfois de mise en examen. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici? Au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion, faire quoi? Parce que dès qu'on arrête quelqu'un, pour le commun des Congolais, il est coupable. Il est coupable. Absolument. Et lorsqu'on le reverra demain dehors, on va dire il a corrompu. Exactement. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans tous les cas, ça jette un discrédit sur la justice. Donc il faudrait une réforme. J'ai demandé des études sérieuses là-dessus. Je crois qu'elles sont même prêtes. Dans les jours qui viennent, je vais vraiment faire une sortie avec le Conseil supérieur de la magistrature pour les rencontrer et voir comment nous pouvons mettre en œuvre ces réformes. Évidemment, parmi eux, il y a de braves gens, il y a de braves femmes, il y a de braves hommes, je n'en disconviens pas, mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption, qui jette un discrédit finalement sur nous tous, parce qu'on pense, l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Et pourtant, je compte sur la justice, parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour juguler les antivaleurs qui ont mis à mal notre économie, l'image du pays, etc. Et même pour les investisseurs, pour qu'ils viennent en toute assurance dans ce pays, ils doivent pouvoir compter sur une justice qui est impartiale, qui est objective. Il y a des avancées en justice avec la nomination récemment de plus de 5000 magistrats, 2500 pour 2500 qui seront déjà engagés, là, oui. Et puis des structures qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption, notamment l'IGF. Et puis il a commencé à y avoir des arrestations de magistrats, ceux qui n'arrivaient plus. Donc, il y a des magistrats qui aujourd'hui sont jugés pour jugement inique, des choses comme ça. Donc voilà, on peut commencer à espérer. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne désespère jamais. Donc il y a eu certes beaucoup de difficultés dans ce domaine, mais je continue de croire que nous sommes humains et nous, en tant qu'hommes, on ne peut que trouver des solutions. On ne peut pas rester sur les problèmes. On doit trouver des solutions, on les trouvera. Alors la deuxième thématique qui a beaucoup intéressé notre population, c'est la défense et la sécurité, comme nous ne pouvions pas prendre toutes les questions. Alors la première, elle dit ceci: en mai 2023 au Botswana, Monsieur le Président, vous avez critiqué ouvertement la force de l'East African Community, l'EAC, à l'exception du contingent burundais. Qu'est-ce qui a motivé le renouvellement du mandat de cette force un mois après le sommet de Bujumbura? Le fait qu'on se soit dit les choses clairement. Critiquer n'est pas rejeter, attention. Donc on peut tous se critiquer. On peut me critiquer mon action. Ça ne veut pas forcément dire qu'on me rejette. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. J'ai critiqué le comportement de cette force uniquement parce que sur le terrain, le contingent ne se comportait pas comme convenu. C'était au moment où le M23 était censé se désengager des localités qu'il occupait pour se regrouper en vue d'aller sur
le Aussi programme de de cantonnement, DRCS, donc aussi. de pré-cantonnement d'abord pour être désarmé, puis cantonnement et ensuite entamer le programme de DDRCS. Et donc, j'avais l'impression que c'était lent, c'était pas, qu'il y avait comme des complicités dans les cités où ils cohabitaient, contingent EAC et M23. Le M23 continuait à se comporter en terrain conquis, il percevait des taxes, c'était inacceptable. Donc j'ai fait cette critique qui a été entendue et je crois que à partir de là, on a décidé de rectifier les lignes. D'un autre côté, il y avait aussi des obligations de notre part, c'est-à-dire qu'il fallait mettre à disposition de l'East African Community un site sur lequel, j'ai parlé du précantonnement, on allait donc effectuer cette opération. Et le site est trouvé, c'est Rumangabo, il faut donc l'équiper, ce qui est en train de se faire, et d'ici peut-être la mi-juillet, tout sera prêt pour accueillir justement ces terroristes du M23, et ensuite on les amènera à Kindu pour les engager dans le programme des DRCS. Alors, à quand le déploiement de la SADC? Et il pose en même temps la question de savoir, est-ce que finalement, avec toutes ces forces en présence en RDC, on aura la force de l'EAC, on aura la SADC qui va se déployer, on a tous lu le communiqué. Et puis, est-ce que ça ne mettra pas finalement les pays en danger? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a d'un autre côté les contingents, les différents contingents de la MONUSCO. Comprenons-nous bien. La SADC, parce que bon, les gens ont vraiment cette habitude de vouloir tout monter comme ça en émotion, etc. La SADC, c'est une organisation à laquelle appartient aussi, à laquelle la RDC est membre. Donc la SADC ne va dépendre, et d'ailleurs c'était l'objet de la réunion de Luanda, la dernière, celle de la semaine passée, la SADC ne va dépendre que du go de la République démocratique du Congo pour venir. Et évidemment, il faudrait organiser cette mise en œuvre, il faut lever des moyens. Donc vous comprenez qu'on est encore loin du compte. La SADC n'a pas une date précise, n'a pas décidé. Elle va se mettre, comme ça a été décidé à Luanda récemment, au service ou à la disposition plutôt de la République démocratique du Congo, qui, le moment venu, si elle en a besoin, lèvera cette option. Pour le moment, nous sommes engagés dans le retrait et le cantonnement du M23 pour que nous puissions ramener nos populations dans leur localité et que nous poursuivions le processus électoral parce que ces populations doivent être enrôlées. La CENI nous rassure que c'est fort possible de le faire, il n'est pas trop tard, on pourra toujours se rattraper. Donc, rien n'est perdu de ce côté-là. L'essentiel étant d'abord le retrait et le cantonnement du M23. Ensuite, nous verrons. Tout ça, ce sont des questions, des préoccupations des Congolais, je comprends, mais les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance. Nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations. Vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, il demande au départ de toutes ces troupes, l'EAC, la SADC, est-ce que finalement les FARDC qui sont habitués à être assistés seront-elles en mesure de bien accomplir leur mission? Je vous ai dit ici que les FARDC sont en train de monter en puissance. Nous allons dans quelques mois terminer la formation de dizaines de milliers de recrues qui vont donc venir renforcer les FARDC pendant que les autres seront peut-être relevés et recyclés parce que vous savez que l'une des raisons de nos déboires à l'Est, c'est aussi le fait que ces troupes ont trop longtemps été au front, ont connu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés, certains étaient blessés, certains ont vu les leurs perdre la vie. Tout ça a eu des impacts psychologiques certains et il faut renouveler cela. C'est malheureusement pas ce qui se faisait de tout temps ici. Nous avons pris le problème à bras le corps, nous avons fait des réformes au sein de cette armée. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation qui va pouvoir permettre de venir au chevet de cette armée
avec les thérapies qu'il faut pour la relever. Et c'était la question qui finissait en tout cas cette thématique. Où est-ce qu'on en est justement avec cette loi sur la la programmation militaire et la politique de défense dépend nationale? de la disponibilisation des ressources. On doit les mettre à la disposition de l'armée. Donc c'est le travail que le gouvernement est en train de faire. Et je vous ai parlé ici de la montée en puissance de cette armée. Ça veut dire qu'il y a des ressources. Mais attention, nous sommes pour le moment en temps de guerre. Donc le programme est un petit peu bouleversé. On ne va pas arrêter de financer la montée en puissance, les équipements, la prise en charge des recrues et leur formation, etc., pour rentrer dans une gestion normale de la chose, c'est-à-dire construction des camps, des hôpitaux, et bien d'autres choses, la gestion au quotidien d'une armée. Donc nous devons d'abord faire face à la guerre, la terminer, et ensuite revenir dans le sens normal de ce que nous nous étions convenus. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les ressources sont là pour pouvoir parer à toute éventualité, et c'est ce que nous faisons. Alors nous passons aux questions sur les infrastructures. La première, c'est d'actualité je pense, vous venez de Lobito. Alors ils disent, au lieu de construire les chemins de fer de Lobito avec l'Angola grâce au financement américain notamment de 200 millions de dollars américains, est-ce qu'on ne peut pas financer nous-mêmes les chemins de fer de l'ex-Katanga à Banana ou Boma pour relier l'Est à l'Ouest? Bon, d'abord, il faudrait que je corrige quelque chose. Le chemin de fer est déjà construit. Le chemin de fer de Benguela, Lobito, il est construit, il existe. Et ce qui s'est fait hier à Benguela, c'était tout simplement une mise en commun de nos intérêts, si vous voulez. Ce rail, jadis, à l'époque du Grand Zaïre, ce rail nous servait. À l'époque, on n'allait pas par Kasumbalesa, on n'amenait pas nos minerais par là pour aller jusqu'au Cap et les transporter par mer. À l'époque, tout partait de Kolwezi vers Dilolo et de là en Angola vers le port de Lobito. Et c'est ça qui s'est passé hier. On a réhabilité ce chemin de fer qui était détruit à cause de la guerre en Angola et qui avait contraint la République démocratique du Congo à orienter ses évacuations autrement. Et donc on utilisait le chemin de fer du Katanga jusqu'à Ilebo. Et là on prenait le fleuve, enfin d'abord la rivière Kassai puis le fleuve, Kinshasa, et il y avait le rail sur Matadi. Et voilà comment on évacuait nos minerais. C'était beaucoup plus long que ce que nous venons de faire hier. Donc vous voyez qu'il y a non seulement un gain de temps, mais aussi un gain sûrement de ressources. Il n'y a qu'une manutention à faire pour le mettre sur le train. De Kolwezi à Dilolo, il connecte sur le chemin de fer qui va vers Lobito, et c'est parti. Tandis que celui qu'on avait mis en place, c'était manutention au Katanga, manutention pour tout transférer sur bateau à Ilebo, puis ensuite à Kinshasa, même opération, pour le remettre sur le train, arriver à Matadi, puis sur le bateau. Donc vous voyez, ça avait plus de coûts. Donc ici, je crois que c'est une très bonne opération qui s'est effectuée là. Nous venons d'ailleurs aussi de marquer des points en ce qui concerne l'intégration régionale. Vous savez que je suis très engagé sur ce genre de coopération avec nos voisins. Absolument. Et ici, nous gagnons et l'Angola et la Zambie comme partenaires dans ce projet. Et ça fera que le bonheur de toutes les populations qui se trouvent aux alentours, et même au-delà, parce que les répercussions en matière économique seront largement ressenties dans notre pays, à l'intérieur du pays. Alors une autre question, Monsieur le Président, est-il possible de construire surtout les routes de dessertes agricoles afin de permettre l'acheminement des produits agricoles et faciliter ainsi les échanges commerciaux, mais là plutôt entre provinces de la RDC? Mais bien sûr, je crois que les gens, nos compatriotes, je pense qu'ils n'écoutent peut-être pas assez, ou c'est nous qui ne communiquons pas suffisamment pour leur faire comprendre ça. Mais je vous donne juste l'exemple des 145 territoires, le programme de développement local. Mais
c'est ça le but justement, c'est de créer cette intégration nationale qui fera que il y aura une facilité de circulation des biens et des personnes à l'intérieur de notre pays et d'une entité à une autre, sans devoir passer forcément par des chefs-lieux de province, etc. Donc le but, dans le programme 145 territoires, il y a un volet important, infrastructure. Donc dans les infrastructures, justement, il y a ces routes de desserte agricole, le but étant de relier chaque territoire à un autre. Et ainsi, on va réussir comme ça une sorte d'intégration nationale qui fera que les territoires pourront échanger entre eux. Et pour cela, il y a déjà des convois d'engins qui sont en train d'arriver, mais il y en aura encore plus. Il y en a quelques milliers qui arrivent pour les infrastructures routières et autres, mais également pour développer l'agriculture. Alors justement, je ne sais pas si vous avez une idée, il demande combien de kilomètres de routes ont été asphaltés ou construits depuis. Il y a eu beaucoup de routes qui ont été faites, beaucoup qui ont été réhabilitées, beaucoup qui sont en projet. Je pense à Kalambambouji, je pense à cette route qui va relier le Kassai oriental au sud Kivu, je pense à la grande route qui va partir de Beni jusqu'à Kisangani. Donc vous voyez un peu tout ce que nous pourrions avoir à Kinshasa comme retombées agricoles de ces zones très riches en denrées agricoles. Donc voilà, il y a des grands projets comme ça qui sont en train d'être finalisés déjà. Pour celui de Beni Kisangani, je crois que les études sont en train d'être faites maintenant. Celui de Mbujimai à Bukavu, je crois que les études ont été faites, c'est la Banque mondiale qui va s'en occuper. Celui de Kalambambouji qui part de la frontière avec l'Angola et qui rentre jusqu'à Kananga, jusqu'à relier la nationale 1 qui vient de l'ex-Grand Bandundu, qui passe par Tikapa et qui va vers Mbujimai et autres. Voilà. Donc il y a de grands axes comme ça qui sont en train d'être faits, mais on n'a pas le temps de s'arrêter, comment j'allais dire, de se réjouir de nos petites victoires. Nous devons travailler. Le gouffre est tellement profond, le gouffre dans lequel le pays s'était enfoncé. Nous n'avons pas le temps de célébrer, de savourer nos petites victoires. Le peuple a besoin encore davantage de résultats, de prise en compte de ses intérêts, et nous sommes concentrés sur ça. Alors à quand la construction des grands centres médicaux pour chaque province, mais vraiment des hôpitaux, 200 lits avec des équipements de pointe? Voilà, une fois de plus, là aussi c'est une question de ressources, et nous avons dû faire un choix. Nous avons pensé que économiquement il serait rentable de réhabiliter celles qui sont. Bien que c'est vrai, comme dans le cas du camp Tchatchi, c'était en réhabilitant que nous avons vraiment construit quelque chose de beaucoup plus grand. C'était un petit dispensaire, mais que j'ai voulu voir plus grand, mais rien que pour rendre hommage à nos soldats. Mais ailleurs, c'est de la réhabilitation. Mamayemo, par exemple, vous allez voir, il va être construit un grand complexe. C'est vrai que c'était déjà un grand hôpital, mais là, on va le moderniser et le faire en hauteur pour gagner plus d'espace et de place aussi. Ailleurs, c'est de la réhabilitation que nous avons faite parce que justement, les moyens ne suivent pas encore. Mais vous verrez que dans le cadre du programme des 145 territoires, nous avons veillé à ce qu'il y ait un centre médical dans chaque territoire et qui comprendra quand même les équipements nécessaires pour pouvoir prendre directement en charge les cas les plus urgents, les plus graves, en attendant un transfert. Donc le projet existe, mais évidemment, comme je l'ai dit, c'est une question de ressources. Là, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour rendre d'abord accessible aux soins de santé tout le monde. Ça, je trouve que c'est plus important que de construire des grands hôpitaux. Il faut que tout le monde puisse, en tout cas, être en mesure de bénéficier des premiers soins. Vous savez que, par exemple, pour la malaria, le palu, il tue plus que le sida. Absolument. Si nous ne protégeons pas nos populations et que nous préférons mettre cet argent dans la construction des grands hôpitaux, je crois que ce serait se tromper de priorité. La priorité ici, c'est d'abord, pour moi, de protéger nos populations, de les mettre en situation de santé
adéquate et ensuite voir comment ça va s'améliorer au fur et à mesure. Le Congo est un grand chantier, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain que ce chantier se réalisera complètement, mais il faut y mettre sa pierre au fil des années. On finira par tout reconstruire. Alors, la dernière question d'infrastructure, quelle est finalement votre politique en matière de logement? Est-ce qu'il y a un projet de construction des logements sociaux? Bien sûr, encore là, une fois de plus, le programme des 145 territoires. Le but qui était visé dans ce programme, c'était de ramener tous les, j'allais dire, les cerveaux, passez-moi l'expression, vers les milieux ruraux. Parce que tout le monde, à force de faire face au chômage, la déglingue de ces territoires, tout le monde a fini par migrer vers des grands centres urbains, allant même jusqu'à les encombrer, etc. Et aggraver les situations sécuritaires, professionnelles et tout ça. Donc maintenant, l'ambition que se dote ce programme des 145 territoires est de ramener tout ce monde, en tout cas le plus possible, vers ces territoires. Et donc pour ça, il faut construire des logements décents qui vont pouvoir permettre aux gens, quand ils reviennent des centres, de pouvoir rester dans les mêmes conditions, si pas même dans de meilleures conditions que là où ils se trouvaient au centre, et pouvoir s'adonner de manière beaucoup plus motivée à leurs nouvelles tâches dans ces territoires. Donc oui, il y a un programme qui est compris dans le grand programme des 145 territoires, programme de logement, mais également, à côté de cela, il y en a d'autres. Hein, vous savez que j'ai récemment, dans un des conseils de ministres, demandé à ce qu'on relance, on réhabilite l'industrie de fabrication de maisons préfabriquées qui se trouve à Kisangani, qu'on le réhabilite, qu'on réhabilite cette usine, parce que c'est une usine qui a coûté cher à l'État et qui ne sert plus à rien aujourd'hui, qui peut non seulement créer de l'emploi, mais aussi construire des logements. Donc il y a comme ça plusieurs secteurs dans lesquels nous allons nous pencher pour relancer justement ce logement. Des questions sur la diplomatie, on avait beaucoup également, Monsieur le Président. La première, après tous ces voyages à l'étranger, quelles en sont les retombées finalement sur le plan socio-économique pour le pays et pour la population? Bon, le plan socio-économique, vous n'aurez jamais, même s'il n'y en avait qu'un seul, ou vous n'aurez jamais un voyage qui vous ramène immédiatement des retombées. C'est pas, ça ne se mesure pas comme ça, j'allais dire. Les retombées, il y en a beaucoup. D'abord sur le plan diplomatique. Le Congo était, j'allais dire, en isolement ou peut-être en immersion totale. On ne le voyait pas, on ne l'entendait pas. À telle enseigne que lorsque nous avons commencé à dénoncer récemment ici, après l'agression rwandaise, les vraies intentions du Rwanda, nos interlocuteurs semblaient découvrir pour la première fois ou entendre pour la première fois ce genre de choses. Ça veut dire que le Congo avait cessé d'être présent. Nous le voyons aussi lorsque aujourd'hui nous parlons d'environnement. Vous savez que le Congo se présente aujourd'hui comme le pays solution aux problèmes de réchauffement climatique. Eh bien, le Congo était resté aphone pendant toutes ces années. Et c'est pas mal de dire que c'était le Congo d'en face et le Gabon qui avait pris le lead dans ce domaine en ce qui concerne le bassin de la forêt du Congo. Donc, alors que nous sommes, nous, propriétaires au moins de 65% de ce massif forestier. Donc, c'est quand même étonnant que nous soyons restés comme ça, absents de tout ça. Idem pour les minerais stratégiques, grâce auxquels aujourd'hui on va avoir une transition énergétique, transition industrielle. Le Congo était absent alors que c'est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Et grâce justement à ces sorties, nous avons réussi à installer le Congo sur cet échiquier-là. Et aujourd'hui, plus rien ne se fait sans que l'on parle du Congo. Je pense le mois prochain, nous allons recevoir ici deux leaders de deux grands pays, deux des plus grands avec le Congo, qui sont propriétaires de grandes forêts, donc l'Amazonie
la forêt en Indonésie et la forêt équatoriale. Donc le Brésil, l'Indonésie seront ici le mois prochain pour justement montrer leur solidarité avec la RDC, mais à travers la RDC aux autres pays qui appartiennent au même bassin du fleuve Congo, qui vont maintenant nous permettre de pouvoir parler d'une seule voix et de défendre nos intérêts. Nous sommes aujourd'hui, nous représentons le poumon du monde. Des engagements ont été pris à cet effet pour aider justement ces pays qui captent le carbone rejeté par les pays industrialisés, etc. Mais rien n'est fait. Donc tout ça va nous permettre de devenir beaucoup plus forts et de parler d'une seule et même voix et une voix intelligible aussi. Et de faire. Alors, vous voyez, toutes ces sorties ont servi à cela. À côté de ça, évidemment, il y a l'aide au développement qui a été renforcée. Aujourd'hui, la Banque mondiale a accru son soutien à la République démocratique du Congo, grâce non seulement à notre bonne gouvernance, on pourra en parler si vous voulez, mais surtout aussi grâce à ces contacts qui ont attiré leur attention pour leur dire attention, quelque chose est en train de se passer aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de changer de narratif, nous voulons changer de paradigme, mais nous voulons pour cela que vous nous accompagniez par les transferts de technologie, le savoir-faire, mais également, peut-être, pourquoi pas, aussi par vos soutiens qui vont nous permettre d'accroître nos efforts. Et vous avez vu que grâce à tout cela, aujourd'hui, nous avons un budget qui a quadruplé, nous avons des agences de notation qui ont grimpé la côte de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de finir le programme avec le FMI. Nous allons très bientôt envisager la 5e revue. Madame, ça n'a jamais été fait depuis que le Congo est Congo indépendant, et même en passant par le Zaïre jusqu'à maintenant, on n'est jamais arrivé à 5 revues avec le FMI. Ça s'arrêtait toujours à 4 dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on est à 5 et on va les continuer si c'est possible. Donc, c'est clair que les choses se passent autrement en République démocratique du Congo aujourd'hui, et c'est grâce justement à ces sorties. C'est vrai, j'entends souvent les gens dire oui, mais c'est pas la Banque mondiale, c'est pas le FMI qui n'ont jamais aidé un pays à se développer. C'est vrai, mais c'est pas ça d'ailleurs leur objectif, ça n'a jamais été leur ambition. Ils se mettent aux côtés des États pour les accompagner en fixant ensemble avec ceux-ci les règles du jeu. Et ensuite, lorsque toutes ces revues se terminent, un programme est conclu. Et cela permet à cet État-là de devenir encore plus crédible aux yeux des autres. Et donc de s'ouvrir des lignes de crédit qui vont lui permettre alors à ce moment-là de se développer, parce que l'ayant suivi pendant un certain nombre d'années, on s'est rendu compte qu'il est maintenant capable de se prendre en charge et de financer son développement. C'est pour ça que nous nous étions à fond lancés dans cette aventure qui aujourd'hui est en train de nous donner des fruits, que Dieu en soit loué. Alors, il y a tellement de choses à dire sur la diplomatie. Bien Récemment, sûr, oui. Vous avez été en Chine, Monsieur le Président, c'est une première. Ils veulent savoir, les Congolais en tout cas, beaucoup ont posé des questions sur la Chine, sur votre voyage. Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y en aura? Mais il y a déjà des bénéfices avec la Chine, déjà de tout temps. Enfin, la Chine, c'est un partenaire depuis 50 ans. Hein. Notre partenariat n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous voyez le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs, voilà, ça sont des retombées de nos relations avec la Chine. Mais je vais vous dire simplement comment est-ce que l'idée de ce voyage est née et que la Chine a amicalement accepté de m'inviter. C'est simplement parce que je me faisais du souci au regard de ce que nous avons récolté comme partenariat. Vous savez que depuis quelques années, il y a une sorte de contrat signé avec des entreprises privées chinoises. Absolument. Dont le but était minerai contre infrastructure. Sicomine notamment. Voilà, mais quand on a fait le constat, et l'IGF d'ailleurs est à ce sujet une référence qu'il faut vraiment prendre en compte, et c'est là que j'ai pris en compte, on se rend compte en fait que le Congo n'a rien gagné de tout ça.
Au contraire, c'est quelques individus congolais. Et la Chine, elle est restée dans le respect de ses engagements. Elle a eu les minerais comme il se devait. Donc, il s'est passé des choses pas correctes qu'il fallait revoir. Et c'est ce que j'ai fait comprendre à nos amis chinois qui l'ont parfaitement compris. Je leur ai fait comprendre également que la République démocratique du Congo ne veut plus servir uniquement de terre d'extraction. Rester qu'à donner nos terres, à sortir ces minerais pour aller les transformer ailleurs et finalement nous revendre les produits finis encore plus chers. Donc nous perdons complètement. Donc je voulais qu'ils nous accompagnent dans ce que j'ai appelé l'industrialisation de notre pays. Je viens de vous parler ici des minerais stratégiques qui se trouvent chez nous. Donc ça veut dire que les yeux des investisseurs du monde, des industriels du monde sont tournés vers le Congo, en tout cas entre autres nations, vers le Congo. Donc nous devons en profiter. Nous devons jouer sur ça pour que cette industrialisation non seulement se réalise, surtout la nouvelle industrialisation dont on parle aujourd'hui, l'industrie propre, l'industrie verte, qu'elle se réalise en partenariat évidemment avec ces pays, ces grandes nations, investisseurs, et la Chine en fait partie, pour que nous allions dans une sorte de partenariat gagnant-gagnant, que la République démocratique du Congo se retrouve avec ses industries, ses emplois créés, sa richesse créée, et que les partenaires chinois se retrouvent aussi dans leurs investissements, parce que nous allons développer la chaîne de valeur, si pas la totalité de cette chaîne de valeur en République démocratique du Congo, en tout cas une partie importante de celle-ci, quitte à, dans ce partenariat, se retrouver tous heureux. Voilà, alors le message est vraiment bien passé, les Chinois l'ont très très bien compris, nous avons eu d'excellentes discussions et aujourd'hui ils attendent évidemment la prochaine rencontre de la commission mixte pour que nous mettions sur table un plan de programmation de cette industrialisation et à ce moment-là ils pourront dire dans quel domaine ils pourront nous accompagner, dans quel autre ils ne pourront pas. Donc c'était ça le but. Et ce qui m'a le plus fait plaisir là-dedans, parce que vous savez, moi je tiens aux équilibres géopolitiques mondiaux, je ne voulais pas donner l'impression à notre partenaires traditionnels que sont les Occidentaux, Américains, Européens, que ça y est, nous vous ignorons, nous avons un nouvel ami, tant pis pour vous. Je veux que tout le monde soit intéressé parce qu'il s'agit ici de la stabilité de mon pays. Je veux que ce pays soit stable, définitivement stable, et que nous soyons vraiment tournés vers notre développement. Et voilà pourquoi, dans ce que nous nous sommes dit avec le partenaire chinois, il y a aussi la possibilité, s'ils le désirent, européens et américains, de les approcher, de les intégrer dans ces projets. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, cette souplesse de la part des Chinois qui me convient parfaitement. Alors, une question. Est-ce qu'on ne devrait pas rompre finalement, mais complètement, nos relations diplomatiques avec le Rwanda? Vous savez, j'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus, passez-moi l'expression, peut-être extrémiste, enfin, mais je comprends leurs sentiments. Il faut toujours faire la part des choses entre le régime Kagame et le peuple rwandais. Absolument. Le peuple rwandais est un peuple frère. Ce peuple restera toujours aux côtés, en tout cas au Rwanda, pays à côté de la RDC. Absolument. Donc, pourquoi rompre les relations avec ce peuple? Ça n'aura aucun sens. D'abord parce qu'il y a déjà des mariages qui se sont faits, il y a des échanges économiques qui se font, commerciaux qui se font. C'est impossible. Donc, vous le faites, vous condamnez des centaines de milliers, voire peut-être des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime. Non, je ne crois pas que ce soit la solution, celle de rompre les relations diplomatiques. Je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur le régime de Kagame. C'est en train d'ailleurs de fonctionner. Parce que, rappelez-vous, jusqu'au mois de mars passé, on entendait encore de coups de feu sur la ligne de front là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus de coups de feu. Pourtant, ils avaient cette habitude de tirer sur nos positions. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la preuve que ça marche.
Aujourd'hui, il y a des rapports d'experts qui démontrent clairement que les RDF sont au Congo, sont en train d'appuyer cette cohorte de terroristes du M23 et afin de déstabiliser notre pays. Donc je crois simplement que la diplomatie plus notre propre dissuasion, en préparant nos troupes, parce que les Rwandais, cette armée n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres. Ce n'est pas qu'elle est brave, plus téméraire que la nôtre, rien du tout. C'est simplement parce que notre armée était minée à cause justement de ces accords bidons qui se faisaient, qui faisaient suite à des mixages, brassages, etc., pour permettre justement à l'ennemi d'infiltrer ses espions chez nous, accord que j'ai refusé et que je continuerai toujours de refuser. Donc voilà, la guerre pour moi, en tout cas du point de vue de la République démocratique du Congo, restera la dernière option. Nous comptons encore sur nos partenaires, sur la communauté internationale, pour qu'elle impose au Rwanda des sanctions si celui-ci ne continue plutôt de refuser de quitter le sol congolais. Et ce n'est que si sanctions il y a et qu'on se rend compte que le Rwanda s'entête, qu'on nous prendrions alors à ce moment-là ils disent nos pourquoi responsabilités. vous vous entêtez à continuer avec la diplomatie en tout temps, même au temps de la crise, au plus fort de la crise. Pourquoi ne pas carrément structurer notre armée et nous faire ainsi respecter? La diplomatie, on ne la rompt jamais, sauf quand vraiment on est en terrain, j'allais dire, en no man's land. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura la diplomatie. Même aujourd'hui, entre Ukrainiens et Russes, la diplomatie, même de l'ombre soit-elle, existe. Donc on ne rompt jamais la diplomatie. Je ne veux pas m'isoler aujourd'hui à cause d'un délire hégémonique de Kagame. Donc moi, je continue de croire en la force de notre diplomatie, mais maintenant, en plus de la diplomatie, j'ai renforcé les capacités de mon armée, donc je n'ai pas à craindre ce bourreau. Donc le moment venu, s'il n'obtempère pas, nous prendrons nos responsabilités, comme je l'ai dit, mais ça reste la dernière option. La dernière question sur la diplomatie, malgré la crise russo-ukrainienne, pourquoi ne pas se tourner carrément vers Vladimir Poutine, vers la Russie, comme un partenaire stratégique? Mais la Russie, c'est un partenaire, sauf que la Russie n'a pas vraiment l'habitude de beaucoup commercer en Afrique. Il n'y a pas que en République démocratique du Congo. Remarquez partout, souvent, c'est la coopération militaire. Mais pour ça, on a suffisamment d'alliés de ce côté-là. Si on avait des besoins, on se serait aussi adressé à eux. Mais souvenez-vous, en 2019, je crois, nous avons eu à nous rendre au sommet de Sochi, Russie-Afrique. J'y avais rencontré beaucoup d'hommes d'affaires qui semblaient être intéressés par la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Mais je ne vais pas les forcer à aimer le Congo ou à venir au Congo. La porte du Congo est ouverte en tout cas pour tous ceux qui voudraient venir y faire des affaires qui seront prospères à la fois pour eux, mais aussi pour nos populations. Donc je n'ai pas de préférence. Et quand à parler d'alliance stratégique, je ne sais pas ce qu'on entend par ça, mais il n'y a pas d'alliance stratégique qui ne soit pas définie. Il y a plein d'orientations qu'on peut prendre. Donc, quand on la demande, on doit dire aussi pour quelles raisons les gens voudraient qu'on fasse cette alliance stratégique. Et puis, elle a ses problèmes aussi en ce moment, la Russie. Alors, pour terminer, Monsieur le Président, il y a quelques questions libres. Quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement afin de permettre le développement des régions enclavées? C'est ça, justement, le but, c'est de désenclaver le pays, réussir son intégration totale. Le plan, ce sont les infrastructures. Il n'y a pas d'autres secrets. Non seulement des infrastructures, mais également l'érection de centres d'activité commerciale. J'ai pu le voir dans certains pays. Et je l'ai vu encore en Angola parce que le président m'a invité à aller voir quelques municipalités qui sont spécialisées dans la pêcherie, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'on peut donner de l'emploi aux gens en fonction des activités dédiées à ces contrées-là. Je prends un exemple. À l'Équateur, vous savez que le poisson est très prisé. Il y a beaucoup de localités qui se trouvent au bord du fleuve et dont les habitants s'adonnent à ce genre d'activité, mais pourquoi ne pas leur mettre des pêcheries? Comme ça, ils restent dans leur milieu d'origine
mais ils développent cette activité. Exactement. Et si tout va bien pour eux, ils pourront aller beaucoup plus loin et devenir une PME qui grandit, qui exporte même, pourquoi Absolument. pas, etc. Donc c'est ça le but, et c'est pour ça que nous avons lancé cet ambitieux programme de construction des zones industrielles qui, pour certaines, prendront même le statut de zone économique spéciale afin de booster l'activité. Et ces zones se trouveront pour certaines d'entre eux dans des milieux ruraux. Le grand défi est et restera toujours énergétique. La République démocratique du Congo a besoin de beaucoup d'énergie, eau, électricité, pour pouvoir réussir ces défis. Nous sommes aussi là dans un plan de développement de plusieurs études pour voir comment, à partir des sites hydrauliques que nous avons, il y en a à peu près 600-700 sur tout l'ensemble du territoire, nous pourrons pouvoir comme ça développer des générateurs d'électricité et d'adduction d'eau pour desservir les populations locales. Ça aussi, c'est un programme qui me tient très à cœur parce que malheureusement, jusqu'ici, nous ne sommes arrivés qu'à 30% pour ce qui est de l'eau, de couverture en eau aux populations. Lorsque je suis arrivé au pouvoir, on était à 8 ou 9%. Donc on est quand même à 30%. L'objectif de 2023, c'était d'arriver à 53% pour atteindre les 70% en 2030. Malheureusement, on est un peu en deçà. On doit s'efforcer. À 22% pour l'électricité. On était à 18% en 2018. Donc là, on a encore besoin de beaucoup ramer pour aller beaucoup plus loin. Donc voilà, ça, ce sont les grands défis, les grands objectifs que nous nous sommes assignés et que nous espérons atteindre. L'installation de votre QG dans la partie est du pays, à Goma précisément, vous l'aviez promis. Et puis il y a des villes où vous n'avez pas encore été, vous n'avez pas pu visiter durant tout le mandat, Kisangani. Vous savez, la technologie aujourd'hui nous permet d'être présents à plusieurs endroits en même temps ou à des endroits sans être là forcément. Il y a toujours une perception que vous avez lorsque vous aspirez à une fonction par rapport à lorsque vous êtes dans la fonction. Évidemment, devant le malheur de nos compatriotes à l'époque, lors de la campagne, je me suis dit, je viendrai m'installer ici. Mais lorsque j'accède à la fonction, je me rends compte qu'en tant que commandant suprême des forces armées de notre République, je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. J'ai réussi à les faire marcher à partir d'ici. C'est une perception qu'il y avait au moment où j'étais le candidat, Félix Tshisekedi. J'ai été à Goma à plusieurs reprises et aujourd'hui, de Kinshasa, j'ai endigué cette progression de ces agresseurs. Et grâce à la diplomatie, nous allons renverser la tendance. Donc, il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour ce faire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, grâce à nos acquisitions, je peux, de mon QG, suivre en temps réel des combats sur le terrain. Voilà. Très bien. Alors, avec le son et l'image. À l'approche, Monsieur le Président, des échéances électorales, la tension monte dans les états-majors politiques. Il vous est reproché d'utiliser des méthodes dictatoriales, répressives contre l'opposition. Qu'en dites-vous? Oui, bon, d'abord, je tiens à vous le dire, je ne serai jamais dictateur. La preuve, c'est que si j'étais dictateur, ceux qui le disent ne seraient pas ici au Congo pour le dire. Hein? Je ne veux pas vous donner d'exemple de pays, mais regardez un peu autour de nous. Hein? Le pays auquel vous pensez, là, je devine. Si un opposant à ce régime peut dire dans ce pays, ou un journaliste peut parler de dictature dans ce pays-là. Bon, voilà. Donc c'est déjà vous dire que s'ils peuvent le dire ici et rentrer chez eux, dormir tranquille, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Bon, mais en même temps, il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Absolument. Voilà. Donc, moi, j'ai passé les 3/4 de ma vie à me battre contre la dictature, contre les injustices,
et pour les libertés. Mais jamais je n'ai pris la liberté d'organiser la déstabilisation du régime que je combattais. Nous avons eu des tas d'occasions d'embrasser la lutte armée. Nous avons toujours refusé cela grâce à la clairvoyance de notre leader, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui refusait un tel chemin parce que c'est un chemin parsemé de beaucoup d'inconnus. Absolument. Et preuve en est faite aujourd'hui. Regardez l'AFDL qui est arrivé arme à la main, disant qu'il venait débarrasser le pays de la dictature du maréchal Mobutu, alors que nous étions déjà engagés dans un processus pacifique de démocratie qui nous amenait tout doucement vers des élections. Ils ont mis le maréchal Mobutu dehors, mais ils arrivaient devant une cohorte d'armées étrangères qui a sonné d'ailleurs le début de nos malheurs qui continuent jusqu'à ce jour. C'est parce que l'AFDL était venu avec des armées étrangères ici, qui ont pu même placer un étranger à la tête de nos forces armées ici qui ne le sait pas. Alors, vous comprenez que nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette logique. Et tout individu qui viendrait avec ce genre d'intention, mais nous n'allons pas continuer à parler démocratie. Ça, c'est de l'anarchie. Il faut le traiter en anarchiste. Et c'est ça que je disais. Et je ne vais pas le changer. Je suis garant de l'unité, de la stabilité et de la paix de ce pays. Tant que dans un coin de cette République, il n'y aura pas de paix, ou que la paix sera troublée par des individus avides de pouvoir et n'importe quel pouvoir, ils me rencontreront sur leur chemin. Et advienne que pourra, on peut dire ce qu'on veut, moi je me connais, je sais que je ne peux jamais devenir dictateur, parce que je déteste la dictature. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un démocrate rompu. Voilà. Alors, Monsieur le Président, en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions, quelles sont les actions envisagées pour décourager la résurgence du tribalisme? Ça, c'est une très très bonne question. Ça, c'est vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Et moi, je crois que notre Constitution est quelque part à la base de la résurgence de ce tribalisme. Je m'explique. Depuis que nous avons mis fin au système qui existait à l'époque du impair parti-État, le président de la République nommait les gouverneurs de province et leurs adjoints, je pense. Bref, c'est lui qui s'occupait de ça. Et comme ça se passait à cette époque, généralement, le gouverneur qui était nommé dans une province X n'était pas originaire de cette province-là. Et ça a marché. Ça a renforcé la cohésion nationale. Oui. Aujourd'hui, on a laissé aux provinces le soin de s'occuper de cela, avec les lacunes qui sont les leurs. Aujourd'hui, nos provinces sont démunies. Les moindres sommes d'argent qui passent par là, tout le monde veut se les partager. On ne pense même pas à les investir dans le développement de la province. Donc, la course justement à ces petites sommes d'argent fait que ça exacerbe le tribalisme. On doit parler de clan, on doit parler de ceci pour que son candidat gouverneur passe, ainsi de suite. Ça a aggravé les divisions. À l'époque, on réfléchissait, quand on parlait, je prends un exemple, du Kasaï par exemple, Kasaï oriental, on ne voyait pas, quand on parlait d'un ministre du Kasaï oriental au gouvernement, mais les gens s'en contentaient, ils disaient, ah oui, voilà, on a un ministre au moins du Kasaï oriental. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous parlez de ministre, oui, mais d'accord, oui, mais c'est un ministre du Kasaï, mais il est du territoire de Katanda. Nous, on en veut un pour Kabea Kamwanga. Et c'est comme ça aussi dans les provinces que ça se passe. Et ça, c'est très dangereux. Moi, je suis vraiment pour ça, et je pense, si les Congolais me renouvellent leur confiance, je vais demander à ce que le Parlement revoie cela. Qu'on mette fin, peut-être pas au système des assemblées provinciales, parce qu'il faut quand même une représentation locale, une représentation provinciale, mais que l'on désigne les gouverneurs, comme en France on désigne les préfets.
Et hier d'ailleurs, je posais la question à mon homologue angolais. Lui aussi, dans leur pays, ils nomment les gouverneurs de province. Voilà, je pense que les gouverneurs de province sont des grands commis de l'État. Ça ne doit pas être des élus. Les provinces sont multiples, c'est très difficile. On peut comprendre qu'il y ait une assemblée provinciale. On peut demander à nos juristes de se pencher sur la question et voir comment on peut faire cohabiter ces élus qui vont surveiller la gestion de ce grand commis de l'État, qui doit rendre des comptes, parce que notre Constitution le dit, il est le représentant du président de la République dans la province, il doit rendre des comptes à la hiérarchie, mais il doit être désigné par celle-ci. Comprenez dans quelle difficulté je me trouve d'avoir nommé un gouverneur, d'attendre des résultats, des rapports de lui, et d'apprendre un jour qu'il a été dégommé par l'Assemblée provinciale et que cette province n'est plus en situation de pouvoir être gérée. C'est un système qui tue la démocratie, qui tue aussi la gestion de nos provinces, et je crois que nous devons, en hommes avisés, nous pencher sur cette question et essayer de la résoudre de manière à ce que l'intérêt du pays soit mis en avant. Alors, on est en train de chuter. Depuis que vous êtes président de la République, quel a été votre plus grand regret? Et quelle a été votre plus grande joie ou votre plus grande réalisation, Monsieur le Président? Je vais vous étonner par le regret. C'est la fin de la coalition FCC-Cash. C'est un regret parce que je m'étais vraiment investi là-dedans. Vous savez, je crois, moi, en la solidarité des Congolais. Je me disais, ces amis ont eu la gestion qu'ils ont eue. On peut en dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est terminé, c'est du passé. Maintenant, on va expérimenter une nouvelle chose. Des gens venus d'une opposition farouche qui vont se mettre avec eux, qui vont avoir le lead pour essayer de changer les choses et leur montrer qu'on peut changer les choses pacifiquement, fraternellement, pour que le Congo gagne. Malheureusement, ils sont restés dans leur bulle. Ils ont cru que le pouvoir était fait que pour eux et que si eux n'étaient pas au pouvoir, ils n'avaient pas les manettes du pouvoir, et bien que le pouvoir ne devrait pas exister. Ben voilà. On en est arrivé à ce à quoi nous sommes arrivés, que vous connaissez, je ne vais pas y revenir. Et j'ai vraiment beaucoup regretté. Parce qu'on vivait une très belle expérience pour la première fois dans ce pays, une alternance pacifique. Un ancien chef d'État pouvait vivre tranquillement, vaquer à ses occupations dans son pays, sans être inquiété. Et un nouveau chef d'État pouvait aussi vaquer aux occupations ou aux préoccupations de ses concitoyens pour le bien du pays. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, on ne va pas faire éternellement le deuil, mais ça, c'est mon plus grand regret. Alors, ma plus grande satisfaction, c'est la gratuité, évidemment, la gratuité de l'enseignement, parce que ma grande joie, c'est d'avoir appris que beaucoup d'enfants, surtout des jeunes filles, ont pu regagner le parcours scolaire. Vous savez, madame, ça, les Congolais doivent le savoir, il n'y a que le Congolais qui va développer ce pays. C'est de ça que je suis parti, moi, pour proposer justement ma candidature au Congolais en 2018. Il n'y a que le Congolais qui va construire ce pays. Et pour que le Congolais construise ce pays, il doit être éduqué, il doit être en bonne santé et il doit être uni aux autres Congolais. Et l'éducation, elle doit être gratuite et accessible à tout le monde, hommes comme femmes. Sinon, nous aurons un Congo à plusieurs vitesses et nous n'avancerons jamais. Nous avons besoin de cette éducation. Regardez, il y a des pays qui n'ont pas les minerais que nous avons, qui n'ont pas toutes ces richesses naturelles, sol, sous-sol, etc., mais qui réussissent parfaitement bien. Pourquoi? Mais c'est simplement grâce à la matière grise. Et cette matière grise s'acquiert par l'éducation. Nous devons éduquer tous nos enfants. Et c'est par cette éducation d'ailleurs que nous réussirons à juguler tous les mots MAUX que nous regrettons aujourd'hui. La corruption, les gens doivent comprendre. Mais pour que les gens comprennent que la corruption est mauvaise et qu'elle a un impact négatif sur l'économie, mais ils doivent comprendre cela, ils doivent le savoir, sinon
ça va continuer. Donc il y a plein de mots que nous pourrions juguler grâce à l'éducation et donc nous tourner vers le développement de ce pays. Donc pour moi, c'est une grande victoire, mais petite encore, parce qu'il n'y a pas tous les enfants congolais dans l'école. Et puis nous devons passer au secondaire aussi, qui doit devenir gratuit, et peut-être même le niveau universitaire. Nous devons reprendre le système des bourses. À l'époque du MPR, parti État, le conseil exécutif gouvernement du pays finançait parfois certaines bourses. Nous devons revenir à ce genre de pratique. L'éducation, pour moi, c'est la clé numéro 1, devant les mines, devant l'agriculture, devant tout ça, pour développer ce pays. Si nous réussissons dans l'éducation, tout le reste va suivre parce que nous aurons des gens formés, des hommes et des femmes formés et capables de faire face à tous les défis qui se présenteront face à notre pays. Donc voilà. Alors la dernière question, vous avez dit, Monsieur le Président, que si les Congolais vous accordez à nouveau leur confiance, si vous êtes réélu, quel sera votre cheval de bataille? D'abord, continuer le travail sur la justice, parce que comme je l'ai dit, la justice élève une nation. Moi, je suis devenu président de la République démocratique du Congo pour élever ma nation. Je veux d'un Congo fort, uni et prospère. Et ce n'est qu'en l'élevant qu'on arrivera à ce résultat. Donc, je vais continuer le travail pour crédibiliser la justice, la voir vraiment comme un vrai partenaire à mes côtés pour combattre les fléaux qui ont ruiné notre économie. Et bien sûr, je vais me tourner toujours vers le social parce que je viens moi-même d'une force politique qui met l'accent sur le social en priorisant le Congolais, le peuple d'abord. Et donc, je vais continuer. Je sais qu'il y a beaucoup à faire. Je ne veux pas non plus d'un peuple de dépendants, un peuple de gens qui sont assistés continuellement. Non. Quand je parle du social, c'est-à-dire de mettre dans mon pays les conditions nécessaires pour que tout le monde puisse aller à l'école, quand on est enfant, on est jeune, pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé lorsqu'on tombe malade, et pour que tout le monde puisse avoir un emploi décent et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc voilà, donc c'est de ce Congo-là que je rêve, et je crois que ce Congo est possible. Il faut simplement que nous regardions les choses en face, que nous nous donnions la main en tant que Congolais, que nous mettions de côté nos divergences qui nous font reculer. Nous avons le droit d'avoir des divergences politiques, religieuses et autres, mais cela ne doit pas dégénérer en blocage. Ça doit nous permettre, au contraire de ces divergences, de créer, d'apporter la lumière aux questions que se posent nos populations. Donc voilà ce que j'attends des Congolais et que je compte faire avec eux si ils me renouvellent leur confiance. C'était un exercice qu'on a voulu, Monsieur le Président, de rapprocher le dirigeant des dirigés. Merci en tout cas de votre temps. Mais c'est à vous, que ce sera pas la dernière chère fois. Tina, c'est à vous que je lance des fleurs. C'est la Merci, preuve Excellence. encore que la dame au Congo, il faut compter avec elle. Merci. C'est votre initiative, je dois le dire. Et tout de suite, j'ai été enchanté et j'ai été d'accord pour faire face au public. Je promets même de revenir encore dès que l'occasion se présente. C'est ce qui Parce souhaitait. que je pense qu'il est de notre devoir de rendre compte et surtout d'informer nos compatriotes. Nous sommes là pour le servir et non pas pour nous servir. Merci, Monsieur le Président. Merci. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.